Et je sais même pas pourquoi, je fais n'importe quoi, faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Va te faire suivre qui malheureusement a pour sujet les risques psychologiques d'un confinement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 risques psychologiques liés à l'expérience de confinement et qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour en réduire les effets. Lorsque lundi 16 mars 2019, le président Emmanuel Macron a préféré répéter à plusieurs reprises lors de sa dernière allocution « Nous sommes en guerre » plutôt qu'une seule fois employer le terme « confinement », la stratégie de communication politique était calculée et assumée. Quand on lit la définition du Larousse pour le terme « confinement », on comprend peut-être mieux pourquoi. Situation d'une population animale trop nombreuse dans un espace trop restreint et qui, de fait, manque d'oxygène, de nourriture ou d'espace. En dehors de cette définition plus qu'anxiogène, confinement nous vient de confin, qui nous vient du latin confinium, c'est-à-dire voisinage ou proximité. Le confinement, c'est de la proximité, si ce n'est de la promiscuité. Parler de nous mettre en guerre, c'est nous solliciter dans notre position active de citoyen, de prendre position face à la menace. Nous pourrions presque en dégager une certaine fierté, alors que se confiner, c'est être passif, craintif et à rien de très valorisant. Et en psychologie, c'est la même chose. Se laisser aller dans une position passive de sujet n'apporte jamais rien de bon. Quelle que soit la difficulté psychique que vous avez traversée dans votre vie, c'est une position active de sujet qui vous a fait créer des solutions, modifier vos pensées et vos actes. C'est un préalable à toute évolution ou guérison. Les personnes qui vont se laisser aller durant cette période de confinement risquent de s'effondrer psychologiquement, comme nous pouvons parfois cliniquement le constater chez des détenus. Mais la clinique des détenus nous apporte aussi un éclairage sur celles et ceux qui ressortent d'une privation totale de liberté avec une belle évolution personnelle. La volonté de malgré tout rester aux commandes de sa vie. Donc, quels sont les risques psychologiques les plus courants dans la situation actuelle? Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. L'être humain s'angoisse dès qu'il ne comprend pas quelque chose qui lui arrive. La diversité des informations nous empêche parfois d'avoir une donnée fiable sur laquelle nous positionner définitivement. Le flou global quant à ce que le virus pourrait faire en termes de symptômes pour soi ou pour les autres, ainsi que son niveau de propagation, ne sont à ce jour presque que des suppositions, dans le pire des cas, ou des estimations dans le meilleur des cas. En tant qu'êtres sociaux, ces incertitudes anxiogènes, nous nous les transmettons plus facilement et rapidement que le virus lui-même. Sans parler du stress que donnent les perspectives économiques suite à cet événement. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. Sélectionner soigneusement ces sources d'informations. Si l'on n'a pas de bagage scientifique, se référer aux données communiquées par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé. Mais se renseigner pour quitter le flou, vecteur d'angoisse, est fondamental. Parler de ses craintes et des scénarios que l'on imagine afin de les confronter à la pensée d'autrui. D'un thérapeute serait judicieux d'ailleurs. Ne pas se focaliser exclusivement sur le coronavirus et ses conséquences. Se rappeler que la vie continue et dépasse ce sujet. Rassurez-vous en voyant tout ce sur quoi vous avez encore une possibilité d'action. Il faut se faire plaisir et se changer les idées, se récréer au sens premier du terme. Vous pouvez faire de la méditation. Dans un premier temps, utiliser des vidéos ou des podcasts en libre accès si l'on n'est pas habitué à cet exercice. Mais dans un second temps, vous pouvez aussi consulter un professionnel. Faire un travail d'introspection sur les pensées qui nous angoissent. Ce travail pourra éventuellement se poursuivre avec un professionnel. Si les manifestations anxieuses sont trop fortes, consultez un psychologue dès à présent par vidéoconsultation, c'est-à-dire restez malgré tout chez vous. Le problème c'est l'ennui. Nous sommes d'une des êtres sociaux et de deux des êtres complexes, ce qui veut dire que nous avons besoin de stimulations nombreuses et différentes. La plupart des êtres humains ont un besoin important de rentrer en communication avec autrui, de partager sentiments, pensées et émotions. Sans ça, nous nous sentons seuls et isolés du monde. De plus, suivant le temps que peut durer un confinement, le plaisir à regarder des séries, des films ou lire des livres peut fatalement perdre de sa valeur. C'est bel et bien parce que ce n'est pas notre quotidien qu'une activité peut s'avérer intéressante et motivante. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. L'important est de continuer de communiquer. Nous sommes des êtres sociaux. Donc, utilisation des moyens modernes de communication. Parlons-nous par les fenêtres si nous sommes seuls sans terrasse, sans balcon ou sans famille. Diversifier au maximum ces activités afin de pouvoir les faire tenir dans la durée.
Les études auprès de cosmonautes nous indiquent qu'il faut vivre au jour le jour. Se projeter dans le temps est très négatif. Il vaut mieux accomplir chaque jour dans une espèce de routine et se focaliser sur l'ici et maintenant. Se préparer les repas. Éviter les plats préparés, cela constitue aussi bien une activité qu'une règle d'hygiène de vie. Le goût et l'odorat sont des stimulations très positives pour tout un chacun et le temps du repas est une chance pour le nez et les papilles. Se forcer à faire de l'activité quotidienne. Cela apporte plaisir et satisfaction tout en consolidant une bonne image de soi. Se donner un objectif journalier, hebdomadaire, mensuel et se récompenser une fois qu'on les a atteints progressivement. Profiter de faire quelque chose que l'on n'a jamais osé. Apprendre à jouer d'un instrument, apprendre une nouvelle langue, écrire un livre, etc., etc. Ne surtout pas se dire qu'on a le choix, mais suivre les règles que nous nous sommes fixées sans croire un instant que l'on puisse en déroger. Mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y a plus de gentillesse. Dans les derniers jours, combien de fois n'avez-vous pas pu faire ce que vous souhaitiez? Combien de fois avez-vous dû dire non à vos enfants? Ça, c'est un vrai problème pour les accords de paix que nous tâchons de maintenir dans notre confinement. La promiscuité catalyse les frustrations, les mésententes et incompréhensions en tout genre. Et malheureusement, au sein des familles, il est rarement question de faire preuve d'autant de retenue et de tact que nous le faisons avec les personnes extérieures. Une personne agressive, violente, perverse ou manipulatrice aura donc ses attitudes et comportements exacerbés. Prenons garde à cela, chacun pour nous-mêmes, c'est la première étape. Laisse-moi tout expliquer, le problème c'est l'ego. Terme utilisé et réutilisé depuis quelques années, il est pourtant aujourd'hui nécessaire de se l'appliquer un maximum de bienveillance, envers soi et envers les autres. Soyons bienveillants. L'altruisme est une bien meilleure piste que les réactions et comportements compulsifs. Nous devons tâcher d'être très conscients de nos faits et gestes afin qu'ils soient tournés vers l'autre et pas en réaction à l'autre. Comme j'ai déjà pu le dire par ailleurs, c'est rarement l'attaque de l'autre, mais plutôt sa défense qui nous heurte. S'accorder, dans la mesure du possible, des temps de retrait, seul, à l'écart des autres, pour ne se focaliser que sur soi. Éviter les excitants, comme le café ou autres, qui vont notamment impacter votre patience, voire votre sang-froid. Le pardon est une vertu que nous allons devoir remettre au goût du jour. C'est encore mieux s'il est sincère et qu'on y croit. Face à des difficultés de gestion des émotions, de comportements agressifs qui vous dépassent ou autres, je ne peux que vous encourager à consulter un thérapeute. C'est le bon moment d'ailleurs, profitez-en, vous avez le temps et pas d'excuses de trajet, les séances à distance sont formidablement efficaces comme elles le sont en présentiel. Les personnels soignants français étaient déjà mal en point avant cette crise, tout le monde en a conscience. La situation actuelle est pour la plupart d'entre eux une rude épreuve supplémentaire. Sans parler de l'épuisement physique qui n'est pas de mon ressort, l'épuisement psychique et les craintes pour sa santé personnelle, l'angoisse de le transmettre à ses proches après, avoir passé toute la journée auprès de personnes infectées et bien évidemment la crainte d'être débordé dans sa capacité d'accueil, ce qui amènerait inévitablement à de difficiles choix éthiques, et tout cela forme un cocktail explosif. À ne pas oublier, lorsqu'un être humain est en situation de stress et d'hyperactivité, en général il tient. C'est après, lorsque la vie normale peut recommencer, que des troubles ou plus graves, des décompensations peuvent se manifester. Nous devrons tous, à notre tour, être attentifs à leur égard, surtout en tant que professionnels du soin psychique. À l'heure actuelle, la bobologie devra se passer de médecins généralistes et plus encore des services d'urgence. Pour celles et ceux qui vivent avec un proche qui exerce actuellement dans le champ de la santé ou est réquisitionné, nous devrons accepter pas mal de choses, faire preuve de bienveillance et de beaucoup de soutien. Leur faciliter la tâche à domicile en leur offrant un espace et un temps de repos. On ne sait pas pour combien de temps et à quelle intensité ils vont devoir travailler de la sorte. Leur changer les idées, ce qui n'est pas facile dans la mesure où ils ne pensent, vivent, parlent que Covid depuis plusieurs semaines, et leur entourage aussi, soit dit en passant. À nouveau, les consultations en soins psychiques sont nécessaires et peuvent améliorer la prise de recul, donc qu'ils saisissent cette chance. Enfin, continuons de leur montrer notre gratitude, vous pouvez me croire, cela les touche beaucoup quand à 20 h la France applaudit à son balcon, ils sont émus aux larmes. Le problème c'est l'alcool, ça commence par un verre, et mes principes s'envolent. Stress, psychose, isolement, ennui, dépression, autant de facteurs qui peuvent pousser à trouver des échappatoires. Les sensations de manque sont plus fortes face à l'ennui.
Les moments de conscience modifiés rendent parfois la réalité plus facile à vivre et à accepter pour certains. Une fois ce type de comportement installé, voire renforcé par des expériences de plaisir, le cercle vicieux et l'accoutumance peuvent s'installer et se décupler. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Se restreindre à des moments particuliers bien spécifiques. Tâcher de conserver les mêmes consommations qu'en temps normal. Profiter de ce changement extraordinaire dans notre vie quotidienne pour arrêter une consommation problématique. Il faut suivre les recommandations de l'OMS comme repère si l'on n'en a pas. Contacter ou consulter un addictologue. Consulter un thérapeute spécialisé en addictologie par visioconsultation. Et enfin, trouver une nouvelle activité, un nouveau comportement pour accéder à l'apaisement. Je fais rien toute la journée, je bascule dans la déprime. Nous sommes des êtres complexes et comme évoqué plus tôt, nous avons besoin de stimulation. Dans les cas extrêmes, ce manque de stimulation, d'imprévus, de rencontres sociales peuvent finir par nous faire se désinvestir de ce que nous avons pourtant l'habitude d'aimer faire ou vivre. De même, nous nous retrouvons dans une situation inédite dans laquelle nous n'avons que très peu d'emprise sur ce qui nous arrive. Ne pas avoir le sentiment d'être aux commandes de ce qui nous arrive dans notre vie est un réel facteur de risque dépressif. Faudrait voir un psy, laisse-moi tout expliquer. Consultez un psy. La dépression est ainsi faite que souvent les gens n'ont pas la motivation de se soigner. C'est le serpent qui se mord la queue. Vous devez consulter au plus tôt afin de vite vous sortir de là. Maintenir des liens sociaux. Lorsque les virus infectent nos ordinateurs, nous pouvons rencontrer l'autre dans le réel. Et lorsque nous sommes infectés par un virus, nous pouvons rencontrer l'autre grâce à nos ordinateurs. Avoir malgré le confinement une hygiène de vie irréprochable et reprendre un rythme de vie. Reprendre les rênes de sa vie sur ce que l'on peut. Il faut à tout prix garder une position active de sujet. C'est depuis cette place que l'on peut s'en sortir. Certainement pas dans la passivité et le fait de s'éteindre à soi-même. Trouver du sens à ce que l'on fait, ce que l'on vit et ce qui nous entoure. Consulter un psy, oui, je sais, j'insiste. Laisse-moi tout expliquer, le problème c'est les autres. Le problème des délires paranoïdes, c'est qu'ils s'appuient toujours sur une base réelle et que c'est dans un second temps que l'imaginaire fait des liens abusifs. Les personnalités paranoïaques peuvent n'avoir que peu de signes pendant des années et être à un moment donné face à une situation dans le réel qui fait flamber le délire. Autant dire que là, entre crise sanitaire, économique, décisions politiques inédites, le cocktail est bien chargé. Pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. Consulter. Franchement, dans ce cas de figure où l'individu ne va vouloir surinterpréter son environnement et les informations qui lui sont données, uniquement pour valider son délire et sa construction imaginaire, il n'y a que l'aide d'un professionnel qui peut parvenir à quelque chose. À moins que celui-ci ne soit lui aussi de mèche avec les puissants, les lobbies et autres sociétés secrètes, bien entendu. Si l'un de vos proches se retrouve dans ce genre de pensée et de discours, faites une coupure avec les médias et les réseaux sociaux est une première mesure intéressante. Il existe tout sur Internet, donc quoi que puisse penser une personnalité paranoïaque, cette personne trouvera toujours des sources pour valider ses croyances et son délire. Ne pas chercher à raisonner ou démonter son argumentaire, cela le renforce. Si c'est plus fort que vous, vous pouvez davantage avoir un échange constructif en parlant de ce que cela lui fait ressentir plutôt que sur sa logique. Parmi les personnes potentiellement avec un risque plus élevé, bon nombre des éléments abordés ici peuvent être décuplés chez les enfants et les personnes ayant déjà des troubles psychiques. La vigilance et l'accompagnement de ces personnes est donc d'autant plus nécessaire. J'attire également votre attention sur un aspect qui n'est pas tant psychologique mais éducatif. Durant cette période d'enfermement avec nos enfants, il est plus que probable que certaines règles subissent des entorses. Le problème n'est pas le maintenant, mais plutôt pour l'après. Donc il faut bien faire comprendre à un enfant que ce qu'il pouvait faire à un moment X est à nouveau interdit à un moment Y n'est pas une chose simple. Les enfants en bas âge ne peuvent absolument pas effectuer ce genre d'abstraction. Cela leur est impossible. Ne pas respecter les règles habituelles de la maison, c'est s'exposer à ce que soit toujours le cas après le confinement. Autre facteur de risque, comme très souvent, la catégorie socio-professionnelle. En effet, les personnes les plus modestes courent un risque plus grand dans la mesure où ils sont plus soumis à la promiscuité, le manque d'espace extérieur et la possibilité de diversifier leur activité par manque de moyens. Cette population doit particulièrement susciter la vigilance et le soutien des professionnels de la santé psychique. Comme le dit la conclusion d'une étude que je vous mets en description, l'impact de la quarantaine est vaste et peut persister.
Cela ne veut pas dire que la quarantaine ne doit pas être utilisée. Les effets psychologiques de ne pas utiliser la quarantaine et la propagation de la maladie pourraient être bien pires. En tout cas, c'est le consensus actuel. Nous manquons malgré tout d'un recul fiable et nécessaire. De nouveaux travaux sur le long terme devront nous en apprendre davantage sur les effets psychologiques et sanitaires de telles mesures. Dans un premier temps, ce sont les cliniciens qui devront rapporter le plus précisément possible ce qui se joue dans le discours et donc dans le psychisme de tout un chacun. Ce sera un matériel très important pour la recherche et la littérature à venir. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et si c'est le cas, merci de déposer un pouce et de t'abonner, ça fait vivre la chaîne. Bon confinement, prends soin de toi et de tes proches et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.